Imagine-toi debout dans une masse ondulante de corps et de voix paysans, artisans, jeunes hommes sentant encore la fumée et l'étable, femmes tenant des enfants par la main. Dans leurs poings, fourches, faux, haches. Dans leurs yeux, l'espoir. Et puis tu l'entends, avant de le voir un grondement lointain, comme un orage qui monte. Le brouillard se déchire, et les voilà, 80 chevaliers, lourdement blindés, chacun d'eux une tour roulante d'acier sur un destrier noir de bataille. Ils ne chevauchent pas comme des hommes, ils se déplacent comme une seule machine, une vague brillante et mortelle. À cet instant, tu comprends que ce n'est pas une bataille qui commence, mais une exécution. 5000 contre 80. Chair contre fer. Désespoir contre violence professionnelle, froidement entraînée. Et dans 20 minutes, ce chant sera silencieux. Des décennies d'oppression, de faim et d'humiliation systématique avaient poussé les paysans à un point où la mort effrayait moins que la vie elle-même. Et les hommes sans espoir sont les plus dangereux de tous. Le Moyen Âge tardif n'était pas une époque de chevaliers romantiques et de nobles vertus. C'était une ère de séparation brutale des classes, où la naissance déterminait tout et la justice était un luxe que seuls les riches pouvaient s'offrir. Le servage attachait les familles à la terre comme du bétail à l'étable. Un paysan appartenait à son seigneur sa sueur, sa récolte, parfois même ses filles. Les impôts augmentaient année après année. Dîmes pour l'Église, redevances pour le noble local, taxes spéciales pour des guerres lointaines que personne ne comprenait. Si la récolte était mauvaise et elle l'était souvent à cause des sécheresses, inondations ou simplement des sols épuisés, cela n'avait aucune importance. Les impôts restaient les mêmes. Les familles mouraient de faim dans leurs chaumières, les enfants périssaient de maladies qui auraient pu être évitées avec un peu de nourriture. Au même moment, les cours nobles célébraient. Festins de gibier rôti, vins importés, musiciens et jongleurs. Les châteaux brillaient la nuit de centaines de chandelles, tandis qu'en bas dans les villages, les gens restaient assis dans l'obscurité, se demandant s'ils survivraient à l'hiver. L'arbitraire de la violence était peut-être le pire. Un paysan pouvait être pendu pour avoir braconné un lapin sur la même terre que ses ancêtres cultivaient depuis des générations, avant qu'un noble quelconque ne se l'approprie. Les exécutions publiques étaient un divertissement. La torture était routinière. Le tristement célèbre droit de cuissage permettait à certains seigneurs de déshonorer les filles de paysans fraîchement mariés, tandis que les époux devaient regarder, impuissants. Ce n'étaient pas des injustices abstraites. Chacun connaissait quelqu'un qui avait disparu, été exécuté, violé, battu ou simplement mort de faim. La colère s'accumulait comme l'eau derrière un barrage. Puis les noms chuchotés commencèrent à circuler. Des figures charismatiques, parfois des moines en fuite, parfois d'anciens soldats, parfois simplement des paysans qui savaient lire et parlaient de justice. Ils tenaient des réunions secrètes dans les forêts et les chapelles abandonnées. Ils parlaient de la Bible, qui enseignait que tous les hommes étaient égaux devant Dieu. Ils parlaient d'autres régions, où les paysans s'étaient soulevés. Certains avaient même gagné. L'organisation commença. Cache d'armes dissimulée primitive, mais mortelle. Message entre villages, coordonnés par des marchands ambulants et des prêtres. Des serments furent prêtés, des alliances forgées. Les hommes s'entraînaient la nuit avec des bâtons et des faux, rêvant de faire rendre des comptes à leurs oppresseurs. Le contraste était grotesque, en haut dans les châteaux, la noblesse planifiait sa prochaine chasse, en bas dans les villages, les paysans planifiaient leur révolution. Les deux camps savaient qu'une tempête approchait. Un seul côté comprenait vraiment ce que signifiait la guerre. Il ne fallut qu'un instant. Une injustice de trop. Une fille qui ne rentra pas à la maison. Un vieil homme pendu à un gibet pour le crime d'avoir volé un morceau de pain pour son petit-fils affamé. Ou peut-être était-ce la nouvelle taxe annoncée avec une froide indifférence,
pour financer une guerre dont personne ne savait pourquoi elle était même menée. Le déclencheur exact s'est perdu dans les annales, mais l'effet fut immédiat et explosif. La nouvelle se répandit comme le feu dans la paille sèche. De village en village, sur des chemins boueux et à travers des forêts denses, les messagers portèrent l'histoire plus loin. Chaque répétition ajoutait une nouvelle indignation, de nouveaux noms de victimes, de nouvelles raisons de rage. En 3 jours, ils étaient des centaines. Après une semaine, des milliers. Ils venaient de toutes les directions. Des vieillards au dos courbé, qui s'étaient tus pendant des décennies, saisissaient maintenant des haches. De jeunes gars qui n'avaient jamais rien connu d'autre que les champs et la faim sculptaient des lances dans des fourches d'arbres. Des pères de famille embrassaient leurs femmes et enfants en pleurs pour leur dire adieu, incertains s'ils reviendraient, mais certains qu'ils ne pouvaient plus simplement regarder. Même des femmes se joignirent certaines pour accompagner leurs maris, d'autres par leur propre colère. Des enfants, à peine assez âgés pour les outils, portaient des pierres dans des sacs. Les armes improvisées étaient un témoignage grotesque de leur désespoir, fléaux, fourches, faux rouillés, marteaux de bois, bâtons aiguisés. Rien de tout cela n'était fait pour la guerre, tout provenait de leur lutte quotidienne pour survivre. Mais dans leurs mains, ces outils devenaient des symboles de résistance. L'atmosphère était électrisante. Certains priaient à voix haute et croyaient fermement que Dieu protégerait les justes. D'autres chantaient des chants de guerre qu'ils avaient appris de soldats de passage. Il y avait des rires hystériques, libérateurs, comme si des années de peur se transformaient enfin en air et en défi. Leur naïveté était touchante et tragique à la fois. Ils voyaient leur nombre des milliers contre quelques dizaines de chevaliers et croyaient que cela seul suffirait. Ils ne comprenaient pas que la masse sans entraînement, sans discipline, sans vraies armes n'était que du bétail d'abattoir attendant d'être massacré. Mais en cet instant, rassemblés sur des champs poussiéreux sous le ciel gris, ils se sentaient puissants. Enfin, ils n'étaient plus des victimes. Ils étaient une armée. 5000 contre 80. Les mathématiques semblaient simples, presque ridiculement déséquilibrées. Comment 80 hommes aussi bien entraînés pourraient-ils tenir tête à une armée de milliers? Mais les paysans ne connaissaient pas l'algèbre froide et brutale de la guerre médiévale. Ils marchaient, et leurs pas résonnaient comme le tonnerre. Les rues de village se remplissaient de leur masse, des nuages de poussière s'élevaient, des cris résonnaient depuis les collines. Pour la première fois de leur vie, ils ne se sentaient pas petits. Puis vinrent les premières victoires. Une villa noble mal gardée fut prise d'assaut, les quelques gardes s'enfuirent ou furent submergés. Les paysans pillèrent les provisions, pain, vin, viande salée. Certains trouvèrent même de vraies armes de vieilles épées, des cottes de mailles rouillées. Quelques soldats déserteurs, fatigués de la guerre sans fin, les rejoignirent et apportèrent des connaissances militaires rudimentaires. Le moral explosa. Les chants furent chantés plus fort, les marches devinrent des défilés de victoire. Des hommes qui toute leur vie avaient marché courbés sous le poids des chants d'autrui se tenaient maintenant droits, armes en main, feu dans les yeux. Ils croyaient vraiment qu'ils pouvaient gagner. Ce qu'ils ne comprenaient pas, ils avaient vaincu des serviteurs, pas des guerriers. Un chevalier médiéval n'était pas une personne normale en armure. Il était le résultat de décennies d'investissement entraînés depuis l'enfance à l'art de l'épée, au combat à la lance, au corps à corps. Son armure était faite à la main, plusieurs couches d'acier trempé qui faisaient ricocher les coups comme la pluie sur un toit. Son épée était assez tranchante pour séparer des membres d'un seul coup, équilibrée comme le prolongement de son bras. Et puis il y avait le cheval. Pas une bête de somme ordinaire, mais un destrier de guerre spécialement élevé, massif, agressif, entraîné à piétiner des foules humaines sans hésiter. Le cheval seul pesait plus que 5 hommes et se déplaçait avec la force d'un bélier. Les paysans avaient des fourches. Les chevaliers avaient des machines de guerre mobiles.
Les paysans avaient du courage et du désespoir. Les chevaliers avaient la technique, la discipline et l'expérience de dizaines de véritables batailles. La plupart des paysans n'avaient jamais manié une épée, encore moins combattu quelqu'un qui ripostait. Leur seule stratégie était de se précipiter en avant et de submerger par le simple nombre. Contre des gardes de village non entraînés, cela fonctionnait. Contre 80 chevaliers d'élite? Ils allaient bientôt la prendre de la manière la plus cruelle. Lorsque la nouvelle du soulèvement paysan atteignit les cours nobles, il n'y eut pas de panique. Seulement une colère glaciale et calculatrice et la mobilisation immédiate de l'arme la plus mortelle que le Moyen-Âge connaissait, la chevalerie. Pour l'aristocratie, c'était plus qu'une révolte locale. C'était une menace existentielle. Si les paysans se rebellaient avec succès, s'ils montraient que la masse pouvait triompher du droit de naissance, tout le système féodal construit sur la hiérarchie divine et l'obéissance absolue s'effondrerait comme des fondations pourries. Cela ne pouvait être toléré. L'ordre partit, rassembler les meilleurs hommes. En quelques jours, il arrivèrent 80 chevaliers de toute la région, chacun un vétéran. Certains portaient des cicatrices de croisades en Terre Sainte, d'autres de guerres frontalières contre des royaumes rivaux. C'étaient des hommes qui avaient consacré leur vie à la guerre, pour qui tuer n'était pas une question morale, mais une compétence. La préparation était un rituel. Les écuyers aidaient leur seigneur à revêtir l'armure d'abord des sous-vêtements rembourrés, puis la cotte de mailles, puis l'armure de plaques, pièce par pièce, jusqu'à ce que chaque chevalier soit une forteresse brillante d'acier. Les épées furent aiguisées, les lances inspectées, les haches de guerre huilées. Des prêtres bénirent les armes en murmurant des prières pour la victoire comme si Dieu était du côté de ceux qui massacraient des affamés. Dans la réunion stratégique régnait un professionnalisme froid. Pas de discours enflammés, pas d'appels émotionnels. Seulement de la tactique, terrain analysé, points faibles des paysans discutés, formation d'attaque établie. Formation en coin pour un impact maximal. Manœuvre coordonnée pour l'encerclement. Extermination systématique. Le contraste avec les paysans était absolu. Alors que ceux-ci étaient émotionnels, chaotiques et pleins d'espoir, les chevaliers étaient froids, disciplinés et méthodiques. Ils ne voyaient pas l'affrontement à venir comme une bataille. Les batailles impliquaient deux adversaires égaux. C'était une opération de nettoyage, la restauration de l'ordre naturel par une violence contrôlée et précise. Leur arrogance était palpable. Mais elle était méritée. 80 contre 5000? Ils avaient vu de pires côtés gagner. Pour eux, c'était juste un autre jour de service, l'oppression de ceux qui avaient oublié leur place. Les deux armées se faisaient face, séparées par 200 mètres de prairies ouvertes. D'un côté, des milliers, une masse ondulante et bruyante de corps, de voix, d'armes improvisées. De l'autre, 80 silhouettes silencieuses, blindées d'acier sur des destriers noirs, disposées en formation de coin parfaite comme une lance brillante attendant de s'enfoncer dans la chair. Et dans ce moment de silence, certains paysans comprirent qu'ils avaient commis une erreur terrible et irréversible. Le champ de bataille lui-même était un arrêt de mort. Terrain ouvert, plat et herbeux, sans obstacle, sans couverture idéale pour la cavalerie blindée, catastrophique pour les fantassins. Les paysans auraient eu besoin de forêts, de passages étroits, de barricades. Au lieu de cela, ils se tenaient exposés comme des moutons dans un pâturage. Leur formation, si on pouvait l'appeler ainsi, était le chaos. Pas de ligne, pas d'ordre, juste une foule informe qui se marchait sur les pieds. Certains se tenaient devant, d'autres se pressaient vers l'arrière. Ceux qui avaient de vraies armes essayaient d'avancer, entrant en collision avec ceux qui n'avaient que des bâtons. Des voix criaient des ordres contradictoires. En face, discipline absolue. Les 80 chevaliers étaient assis immobiles sur leurs chevaux. Pas un mot n'était prononcé.
Leurs armures brillaient dans la lumière grise du matin comme des miroirs polis. Les chevaux bêtes massives et musclées raclaient le sol de leurs sabots, mais obéissaient aux ordres invisibles de leurs cavaliers. La formation en coin était géométriquement parfaite, conçue pour générer une force de pénétration maximale. Le silence était contre nature, étouffant. Seulement le crissement du cuir, le cliquetis léger du métal, le hennissement nerveux de quelques chevaux. Le vent portait l'odeur de sueur et de peur à travers le champ. Parmi les paysans, le malaise se répandait comme une maladie. Certains les plus intelligents, les plus expérimentés reconnaissaient ce qu'ils avaient devant eux. Ils avaient entendu des histoires d'assauts de chevaliers, de ce que la cavalerie blindée faisait aux hommes sans protection. Images de corps piétinés, de lances transperçant 3 hommes à la fois, de champs de bataille transformés en abattoirs en quelques minutes. Quelques voix désespérées tentèrent de créer de l'ordre. Formez des rangs. Lance en avant. Tenez la ligne. Mais c'était trop tard, trop chaotique, trop désorganisé. Les mains tremblaient. Les genoux devenaient faibles. Certains dans les rangs arrière commençaient à reculer, presque inconsciemment. De l'autre côté, pas de peur, pas de nervosité. Seulement un professionnalisme froid et patient. Les chevaliers attendaient le signal, comme des prédateurs fixant leur proie. La tempête allait éclater d'un instant à l'autre. Lorsque les chevaliers attaquèrent, ce n'était rien comme les légendes de duels chevaleresques et de batailles honorables. C'était un rouleau compresseur d'acier labourant la chair et les os, et les paysans en première ligne étaient morts avant de comprendre ce qui se passait. Cela commença par un seul son de corps. Puis le mouvement. Les chevaliers se mirent en marche lentement, leur formation parfaitement maintenue. Au pas. Au trot. La terre commença à vibrer. Puis un autre signal, ils explosèrent au galop complet. Le son était écrasant, primaire, bouleversant le cerveau reptilien. 80 destriers au galop complet sonnent comme un tremblement de terre roulant, comme l'effondrement d'une cathédrale, comme la fin du monde. La terre tremblait sous des tonnes de chair, d'acier et d'énergie cinétique. La poussière tourbillonnait. Le sol lui-même semblait hurler. Les paysans en première ligne se figèrent. Certains tentèrent de courir trop tard. D'autres levèrent leurs fourches en geste futile de défense. La plupart restèrent simplement là, paralysés par le choc, tandis que la mort fonçait sur eux. L'impact fut apocalyptique. La formation en coin frappa la masse paysanne avec la force d'un bélier. Les lances 3 mètres de long, pointes d'acier, portées par le poids d'un cheval au galop transpercèrent les hommes comme du papier. Un seul coup pouvait embrocher 2, parfois 3 hommes. Les corps étaient soulevés et projetés sur le côté comme des poupées. Les chevaux eux-mêmes étaient des armes. Entraînés à piétiner, pas à esquiver, ils se ruèrent dans la foule. Les sabots, lourds comme des enclumes, fracassèrent des crânes, brisèrent des côtes, écrasèrent des visages en masse méconnaissables. Des hommes disparurent sous les animaux, leurs cris brusquement réduits au silence. Puis les épées et les haches de guerre. Les chevaliers, leurs lances brisées ou abandonnées, dégainèrent leurs armes de lame. Chaque coup était mortel. Les épées fendirent des têtes du cou à la mâchoire. Les haches de guerre séparèrent des membres avec une précision chirurgicale. Le sang jaillit en fontaine, couvrant les armures, teignant l'herbe de cramoisie. Les paysans essayèrent de combattre. Les fourches frappèrent contre l'armure d'acier et se brisèrent. Les haches rebondirent sur les armures comme des jouets d'enfants. Leurs attaques étaient désespérées, non coordonnées, futiles. On ne peut pas percer une armure avec un bâton de bois. On ne peut pas arrêter un destrier à main nue. La panique était contagieuse comme la peste. Les paysans dans les rangs arrière,
qui virent les rangs avant se faire déchiqueter en quelques secondes, craquèrent. Ils se retournèrent et coururent, se piétinant les uns les autres, s'étouffant mutuellement dans une fuite aveugle. La formation, si jamais elle avait existé, se dissipa comme la brume. 5 minutes. 5 minutes depuis le premier galop. La moitié avant de l'armée paysanne gisait morte ou mourante sur le champ. Des cris emplissaient l'air désespéré, animaux, enfantins. Les chevaliers travaillaient en silence, méthodiquement, professionnellement. Pas de colère, pas d'excitation. C'était de la routine. La restauration de l'ordre par la violence contrôlée. Le massacre venait juste de commencer. Ce qui avait commencé comme un soulèvement organisé de milliers se transforma en une fuite paniquée et chaotique, mais en terrain découvert, il n'y avait pas d'échappatoire face à des cavaliers blindés qui pourchassaient méthodiquement chaque fuyant comme du gibier lors d'une chasse. L'armée paysanne n'existait plus. Ce n'était plus qu'une masse de gens terrifiés courant dans toutes les directions, trébuchant sur les corps de leurs camarades tombés, se renversant mutuellement dans un désespoir aveugle. Certains criaient vers Dieu. D'autres vers leur mère. La plupart criaient simplement. Les chevaliers rompirent leur formation. En groupes coordonnés de 5 ou 6, ils se divisèrent et commencèrent la chasse systématique. Leur tactique était d'une efficacité brutale, perfectionnée au fil de siècles de guerre contre des adversaires inférieurs. Frapper par derrière était le plus facile. Un homme en fuite ne voit pas le coup arriver. L'épée le frappe entre les omoplates ou au cou, et il tombe, sans comprendre ce qui s'est passé. Ou le cheval lui-même devient l'arme, le poids d'un destrier au galop écrase les colonnes vertébrales, broie les organes, transforme les hommes en paquets de chair brisée. Certains paysans tentèrent de se rendre. Ils jetèrent leurs armes, tombèrent à genoux, levèrent les mains. Cela ne fit aucune différence. Les chevaliers avaient leurs ordres, pas de survivants, pas de pitié. Un homme à genoux n'est qu'une cible plus facile. Les épées tombèrent quand même. D'autres tentèrent désespérément de combattre, se retournant avec des haches ou des lances levées. Ils furent submergés en quelques secondes, un coup d'épée de côté, un coup de lance, un coup de sabot du cheval. Leur courage était admirable et totalement insignifiant. Les quelques chanceux, peut-être quelques centaines sur des milliers, atteignirent la lisière de la forêt au bord du champ. Là, les chevaux ne pouvaient pas suivre, ils disparurent entre les arbres, traumatisés, tachés de sang, mais vivants. La plupart cependant moururent sur l'herbe découverte, où il n'y avait pas de couverture, pas de protection, seulement un espace infini pour que les chevaliers chassent. L'asymétrie était grotesque. Chaque chevalier tua des dizaines d'hommes. Certains comptaient leurs victimes comme des trophées. Pendant ce temps, à peine un chevalier était même blessé. Peut-être une contusion par-ci, un poignet foulé par-là. Leurs armures étaient rayées, éclaboussées de sang, mais intactes. Pour les chevaliers, c'était l'accomplissement du devoir. Certains le percevaient peut-être même comme un sport, la chasse, l'habileté, la précision d'un coup parfait. Ils riaient, plaisantaient, commentaient la technique de l'autre. C'était leur métier, et ils en étaient les maîtres. Pour les paysans, c'était l'enfer lui-même. Des pères virent leurs fils piétinés. Des frères moururent dans les bras de leurs frères. De jeunes hommes qui avaient encore rêvé de liberté ce matin-là gisaient maintenant dans la boue, leurs entrailles éparpillées dans l'herbe. Le champ se transforma en marécage. Le sang imprégnait la terre, se mélangeant à la pluie et à la sueur en une masse collante et rouge. Des cadavres gisaient partout tordus, mutilés, empilés les uns sur les autres comme du bois de chauffage. L'air était épais de l'odeur de fer, d'excréments et de mort. 10 minutes s'étaient écoulées depuis le premier impact. Peut-être 2000 étaient morts. Après 20 minutes, c'était fini.
Le champ reposait silencieux, à l'exception des gémissements faibles des mourants et du claquement rythmique de sabots de chevaux, tandis que les chevaliers chevauchaient lentement à travers les monticules de cadavres pour achever leur travail. Sur 5000 paysans, peut-être quelques centaines avaient atteint les forêts. Le reste 3000, 4000 gisaient morts ou mourants sur l'herbe gorgée de sang. Les survivants dans la forêt n'oublieraient jamais ce qu'ils avaient vu. Les images les hantraient chaque nuit jusqu'à leur mort. Les chevaliers ratissèrent le champ de bataille systématiquement. Ce n'était pas de la cruauté par sadisme, mais la pratique militaire médiévale. Les blessés pourraient survivre, guérir, se rebeller à nouveau. Mieux valait les achever maintenant. Un coup d'estoc ici, un coup de taille là. Rapide, efficace, presque miséricordieux dans sa vitesse. La scène était biblique dans son horreur. Des parties de corps gisaient éparpillées entre les cadavres, bras, jambes, têtes, séparées par des épées ou des chevaux. L'herbe n'était plus visible sous la couche de sang, de boue et de viscères. Le sol lui-même semblait saigner. Les mouches commençaient déjà à tournoyer. Les gémissements des mourants sont faibles et gargouillants d'hommes aux poumons percés, aux cages thoraciques écrasées, aux ventres éventrés résonnaient à travers le champ comme un chœur grotesque. Certains priaient. D'autres appelaient de l'eau. La plupart appelaient leur mère. Les chevaliers eux-mêmes étaient largement intacts. Certains avaient des éclaboussures de sang sur leur armure, rien de plus. Ils n'étaient même pas épuisés. 20 minutes de combat contre des paysans non entraînés étaient à peine un exercice pour des hommes qui avaient passé leur vie en selle. L'aspect le plus troublant était leur normalité. Ils parlaient de choses quotidiennes, la météo, la qualité de leurs armes, les plans pour le dîner. Certains plaisantaient. L'un riait d'une mise à mort particulièrement spectaculaire. Un autre se plaignait que son épée avait reçu une entaille. Il se tenait au milieu d'une apocalypse de chair et de sang, entouré de milliers de morts, et discutait de savoir si ce serait du sanglier ou du cerf ce soir. C'était la partie la plus effrayante, pour eux, c'était juste un autre jour. Un travail accompli. L'ordre restauré. La hiérarchie naturelle confirmée par la violence. Le soleil était encore haut dans le ciel. Ce n'était même pas encore midi. L'histoire de ce massacre ne fut pas cachée ou édulcorée. Elle fut intentionnellement diffusée, portée de village en village comme un avertissement. La noblesse voulait que chaque paysan sache, la rébellion signifie la mort, et votre nombre n'a aucune importance. Ce n'était pas un événement isolé. Des massacres similaires marquèrent tout le Moyen Âge de la Flandre à la Bohême, de l'Angleterre au Saint-Empire romain germanique. Encore et encore, les paysans se soulevèrent, poussés par la faim et le désespoir. Encore et encore, ils furent massacrés par la cavalerie blindée. La leçon était brutalement claire, sans formation, sans vraies armes, sans organisation militaire, la masse ne pouvait jamais vaincre la technologie de guerre d'élite. Pourtant, ces massacres semèrent aussi des graines pour l'avenir. Avec chaque rébellion écrasée, la haine du système féodal grandissait. Les survivants racontèrent leurs histoires de l'injustice, de la cruauté, du mépris absolu avec lequel la noblesse traitait le peuple. Des générations plus tard, ces histoires deviendraient de la littérature révolutionnaire, des appels à des mouvements organisés. Les siècles passèrent. Les paysans apprirent. Ils s'organisèrent mieux, formèrent des milices, développèrent des tactiques contre la cavalerie. La technologie changea arbalètes, arcs longs, plus tard les armes à feu rendirent les armures obsolètes. Et finalement, lors de la Révolution française, lors des guerres paysannes, dans d'innombrables soulèvements à travers le monde, le peuple triompha véritablement. Que pouvons-nous apprendre aujourd'hui? Que le pouvoir sans légitimité est toujours fragile. Que la technologie seule ne garantit pas une domination durable. Que des gens désespérés,
intelligemment organisés et correctement équipés, peuvent renverser des empires. Les 5000 paysans sur ce champ gorgé de sang perdirent leur bataille en 20 minutes cruelles. Mais leur courage, ce courage désespéré, naïf, admirable de se dresser contre un pouvoir écrasant, inspira les générations futures. Ils moururent. Mais leurs descendants gagnèrent. Et le système féodal qui les avait massacrés avec un tel mépris repose aujourd'hui lui-même enterré dans l'histoire, vaincu non par des chevaliers, mais par des gens qui n'ont jamais cessé de lutter pour la justice.